toutes et à tous. Je suis Evelyne Fancier, directeur stratégie, développement, innovation à la Fondation des Caisses d'épargne pour la solidarité. Cette fondation est une fondation reconnue d'utilité publique. Je vous donnerai plus de précisions tout à l'heure sur son activité, son envergure sur le plan national. Je suis venue à cette tribune il y a 2 ans maintenant pour présenter une expérimentation d'un concept innovant et qui est unique aujourd'hui, qui est un concept de maison de retraite à domicile et qui se prénomme donc Mado. Mado est donc un concept unique de maison de retraite à domicile qui est expérimenté depuis plus de 2 ans maintenant et pour laquelle je vais avoir donc le temps, un peu plus que ce matin, de vous le présenter plus en détail. Donc Mado est un programme d'accompagnement qui porte au domicile des personnes l'ensemble des services destinés à bien vieillir chez soi et l'ensemble des services de soins et d'aide qui permettent d'être entourés, soignés et jamais isolés. Puisque vieillir chez soi le plus longtemps possible, c'est bien, c'est le souhait de 80% des seniors actuellement, mais encore faut-il le faire sans se couper de la vie citoyenne, sans se priver de liens sociaux. Mado est né de constats. Ces constats, c'est que 2,5 millions d'entre nous auront plus de 85 ans en 2025, que 80% des Français veulent continuer à vivre chez eux le plus longtemps possible et qu'en tout cas, nous avons pu vérifier que c'était une véritable angoisse que de se demander jusqu'à quand on pourrait rester dans son chez-soi et en tout cas, où irait-on et comment irait-on. C'est aussi le constat d'un cadre budgétaire toujours plus contraint et c'est aussi une offre extrêmement fractionnée, pas toujours coordonnée. Et il faut bien remarquer que malgré toutes les améliorations et la bonne volonté de l'ensemble des acteurs du maintien à domicile, il y a encore beaucoup trop de ruptures de prise en charge et de prise en soins qui conduisent parfois brutalement les gens à l'hôpital avec toutes les conséquences que l'on peut connaître lors de leur retour à domicile, une déstabilisation, une perte d'autonomie, et que donc il faut absolument apporter une garantie de continuité de service à cette offre de maintien à domicile. Et le fil conducteur de Mado, c'est bien cela, c'est la garantie d'une continuité de service en toute situation et à tout moment de la journée et de la nuit. Donc, l'offre cloisonnée, un petit peu plus en détail, est un véritable frein au bien vieillir chez soi. Cette offre, elle se traduit par un cloisonnement encore très très prégnant des sphères sanitaires et médico-sociales, des ruptures d'accompagnement, je le disais tout à l'heure, des situations d'isolement social, mais aussi des conditions difficiles de l'habitat parfois pour rester chez soi parce que l'environnement n'est pas forcément sécurisé. C'est donc aussi pour les personnes elles-mêmes et leur entourage, leur famille, les aidants familiaux, un sentiment d'insécurité et une articulation complexe entre de multiples acteurs. Je le dis très fréquemment. Aujourd'hui, organiser le maintien à domicile d'un parent âgé qui devient dépendant relève encore parfois du parcours du combattant. D'où la nécessité de coordonner, d'où la nécessité de simplifier. Mado paraissait une réponse évidente, puisqu'à partir du moment où on veut bien mettre la personne elle-même au cœur du dispositif et respecter ses choix, en tout cas donner le vrai choix, Mado paraît effectivement une réponse évidente, une réponse qui fait sens. L'objectif, c'est d'inscrire les personnes qui se confient à nous dans un parcours gradué pour permettre une prise en charge dès les premiers signes de dépendance par des moyens légers, je vais dire, qui peuvent être de l'aide à domicile ponctuelle, d'un dispositif de téléassistance, et les accompagner tout au long du vieillissement, tout au long de la perte d'autonomie, en réajustant en permanence les services qui peuvent leur être apportés et en alternant
et pourquoi pas, en tout cas en créant des passerelles entre le domicile, entre l'hôpital et entre l'EHPAD. Aujourd'hui, si l'on est dans un schéma de parcours, on ne peut plus opposer le domicile à l'institutionnalisation. Il doit y avoir cette possibilité de réversibilité. On entre en EHPAD peut-être à un moment de sa vie parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais on a aussi la possibilité de revenir chez soi. Nous sommes toutes ces observations de terrain, puisque notre groupe, la Fondation, est gestionnaire de 120 établissements et services, dont 95 EHPAD, mais aussi de services à domicile et de plateformes de téléassistance que j'ai eu le bonheur et l'honneur de créer dans ce groupe, et qui sont des plateformes de téléassistance, mais de services aussi, avec un grand caractère de proximité, puisqu'implantées au cœur des territoires, et le territoire pour nous aujourd'hui, c'est le département. Et donc, le fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de ces plateformes nous donne une grande autonomie pour accompagner les gens par des moyens humains, mais aussi par de la vigilance active qui prend le relais de l'aide humaine. Et je dis bien qui prend le relais de l'aide humaine, qui ne se substitue pas, à l'aide humaine. Donc l'objectif était d'amener tous les services de soins et d'accompagnement habituellement dispensés en établissement au domicile. C'était bien là notre fil conducteur, et dans un souci de grande continuité, c'était aussi de donner le vrai choix, enfin, dirais-je. Donc c'est un dispositif innovant, présent par différentes interventions de professionnels, 24 heures sur 24, tout au long de la journée. En amont de l'accompagnement, il y a bien sûr le repérage des personnes qui peuvent bénéficier de ce dispositif et l'expertise de la situation et la définition des besoins. Cette expertise, elle est triple. Il y a une expertise médicale qui est réalisée par le médecin traitant, qui tout au long du parcours reste l'interlocuteur médical privilégié. Il y a une expertise de l'environnement, de l'habitat, je vais dire, qui est menée là avec les services d'un ergothérapeute. Cette expertise, elle permet aussi de définir, bien sûr, un plan d'aide adapté à la situation de chacun. Enfin, il y a une expertise sociale, je vais dire, qui est destinée à vérifier l'environnement affectif de la personne, mais aussi la nécessité ou pas d'ailleurs, d'être accompagné sur le champ social, sur le maintien d'une vie citoyenne. Et cette expertise-là est réalisée par le case manager, qui, on le verra, est vraiment le métier pivot, puisque l'interlocuteur unique de la personne, de la famille, mais aussi l'interlocuteur des intervenants, des soignants, qui donc est le coordinateur majeur du dispositif. Une offre d'accompagnement sur mesure, puisque le fait que les personnes soient chez elles ne permet pas de calquer un dispositif à tous, qui puisse convenir à tous, mais bien de prendre en compte le projet de vie. Et quand j'emploie le mot de projet de vie, c'est vraiment le projet de vie d'une personne pour rester chez elle. C'est aussi respecter la position de décideur de l'usager, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation. Donc au domicile de cette personne, nous apportons un suivi permanent qui est réalisé par le case manager, et le pivot case manager, médecin coordonnateur, est essentiel pour s'assurer de la bonne exécution des prestations, de leur effectivité déjà. Ensuite, nous faisons intervenir une équipe polyvalente et décloisonnée. Et lorsque nous avons mis en place Mado, nous nous sommes bien sûr, à titre expérimental, heurtés à ce que nous savons très bien faire dans notre pays, c'est-à-dire on met des gens dans des cases. Mais que faire quand les cases ne conviennent pas, ou qu'ils ne peuvent pas, ou que le concept ne peut pas rentrer dans la case? Eh bien, nous avons eu l'audace, je vais dire, de faire bouger les cases, de faire bouger les lignes. Et la chance de pouvoir le faire et d'être accompagnés sur ce sujet-là par un conseil départemental et une ARS partante pour expérimenter ce projet. Et donc, il y a un décloisonnement des tâches, véritablement, un décloisonnement des interventions des professionnels entre le sanitaire et le médico-social, ce qui permet de réaliser des gains de temps essentiels sur les actes et particulièrement sur les temps de déplacement.
Mado est la garantie de continuité de service qui, je vous le disais, notre fil conducteur, est aussi... cette garantie est assurée par une garde itinérante. Alors on me dirait, ça n'a rien d'innovant, une garde itinérante, sauf que cette garde itinérante est effectuée par du personnel soignant, par des aides à domicile. Et que donc cela suppose que l'on puisse réaliser des actes en pleine nuit. Et l'évaluation qui a pu être faite du dispositif montre que cette garde itinérante réalisée par des soignants évite énormément d'hospitalisation. Quand je dis énormément, c'est de 30 à 45% d'hospitalisation de nuit ou de passage aux urgences, ce qui est quand même extrêmement significatif. En relais de toutes ces interventions à domicile, de cette coordination majeure, il y a aussi la vigilance active de notre plateforme de téléassistance. Comme je vous le disais, ces plateformes ont l'originalité d'être implantées au cœur des territoires. Au-delà de la téléassistance, elles proposent des solutions domotiques associées à cette téléassistance avec donc des solutions de sécurité, de vigilance, mais aussi un bouquet de services et une attention extrêmement vigilante de l'écoute, puisque tout un chacun qui est bénéficiaire de ces services de téléassistance peut, à toute heure du jour ou de la nuit, appeler un opérateur uniquement pour dialoguer. On ne se contente pas de répondre à l'urgence, de faire relever une personne qui a chuté, même si c'est essentiel. On a aussi toute cette pratique de lien social, de bienveillance, d'accompagnement qui font qu'une personne insomniaque ou qui a des intentions suicidaires ou dépressives peut nous contacter à tout moment du jour et de la nuit uniquement pour parler, uniquement pour être rassurée. Et donc Mado bénéficie bien sûr de l'ensemble de ces prestations. Et c'est une activité, c'est aussi l'organisation d'activités collectives extérieures en partenariat avec l'existant des territoires. C'est-à-dire que nous ne nous contentons pas d'apporter des services et de maintenir les gens chez eux, nous les aidons aussi à sortir de chez eux. Et nous avons des AMP, nous avons des intervenants qui les accompagnent dans les actes de la vie citoyenne, pour des promenades, pour des activités ludiques. Et nous favorisons autant que faire se peut l'union, la réunion de personnes dans un voisinage et bien sûr des visites de jeunes personnes dans le cadre de maintien de liens intergénérationnels. Pour assurer cette garantie de continuité, nous avons, et c'est une des originalités de Mado, réservé une chambre en EHPAD. Cette chambre, nous louons en fait une chambre dans un EHPAD voisin ou plusieurs chambres dans un EHPAD voisin selon la configuration du service et la configuration locale. Et cette réservation de chambre nous permet à tout moment du jour ou de la nuit de faire de l'accueil d'urgence pour une personne qui serait en rupture. Je prends un exemple très concret. Lorsque nous accompagnons par exemple un couple à domicile, souvent nous accompagnons le plus dépendant du couple et nous apportons donc une aide significative à l'aidant le plus valide, sauf que si brutalement l'aidant le plus valide se retrouve à être hospitalisé, que fait-on ? Eh bien, dans l'urgence et pour pouvoir se retourner, nous avons toujours la possibilité d'accueillir temporairement pour quelques jours la personne accompagnée, la moins valide, le temps que le conjoint se remette ou le temps de modifier le plan d'aide et de trouver des solutions plus complètes pour pallier donc à l'absence de l'aidant. Une des forces de Mado et qui nous est donnée aussi par cette proximité, et j'insiste et permettez-moi d'insister parce que c'est essentiel ce caractère de proximité, on ne peut pas faire Mado à distance, il faut vraiment être au cœur des territoires, c'est cette capacité que nous avons avec le case manager à réévaluer en 24 heures, voire moins en cas de situation de crise, les besoins de la personne. Et quand je dis les besoins, c'est bien de réévaluer les besoins, mais c'est aussi de remettre les bons services au bon moment en place et très rapidement. Donc, nécessité d'une grande réactivité, nécessité d'une grande agilité, je vais dire, dans l'organisation des équipes et dans l'organisation des interventions à domicile. Donc Mado, c'est une expérimentation de 3 ans maintenant. Alors, le projet a été pensé il y a 5 ans. Nous avons mis 2 ans à le faire démarrer, puisque c'était, comme je vous le disais, il bougeait les habitudes, il bougeait les lignes, il fallait obtenir les autorisations nécessaires pour fonctionner, ce qui a été fait. Et donc, nous avons aujourd'hui 3 années de recul sur ce dispositif.
Les objectifs de l'expérimentation, c'était vraiment, nous avions eu cette idée. L'idée, nous l'avions transcrite et traduite en un concept, puis nous avions obtenu l'autorisation d'expérimenter ce concept. Encore fallait-il vérifier que cette idée était la bonne idée et qu'elle était en adéquation avec les besoins des personnes que nous accompagnons de manière quantitative, mais aussi de manière qualitative. Et là, dans le cadre d'une expérimentation, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et accepter ce que nous avons fait, de revoir, de remettre en permanence, je vais dire, l'ouvrage sur le métier et de ne pas avoir peur de réorienter au fil du temps. C'est une des seules conditions pour réussir une expérimentation. On ne peut pas partir sur un concept figé qui n'évolue pas pendant 3 ans en disant « je l'ai pensé comme ça et ça sera comme ça jusqu'au bout ». Non. Nous avons eu cette agilité, nous avons eu aussi cette réactivité pour réadapter en fonction des besoins ce que nous avions pensé au départ. L'objectif de l'expérimentation est de vérifier la pertinence du concept pour chacun des acteurs. Je pense que tous ceux qui sont réunis ici connaissent bien ce monde de l'accompagnement. Il est effectivement plein de bonnes intentions, mais il a aussi parfois des attitudes du monde concurrentiel. C'est surprenant, mais c'est comme ça. On a un peu tendance à jouer dans son précaré. Et donc, nous n'avons pas eu que des amis lorsque nous avons démarré et lorsque nous avons proposé ce concept. Donc, il fallait bien aussi que l'on vérifie qu'il était pertinent au regard des acteurs du territoire, au regard des partenaires, au regard de chacun. Et bien sûr, c'est le nerf de la guerre, et sans cela, il ne peut pas y avoir de continuité et de déploiement massif. Il fallait faire émerger un modèle économique viable et compétitif. Les éléments de bilan de Mado aujourd'hui, oui, le modèle que nous avons réussi à structurer au cours de cette expérimentation de 3 ans est viable économiquement à partir du moment où il y a un équilibre des GIR, c'est-à-dire un équilibre de niveau de dépendance des personnes qui sont prises en charge au sein de la même unité Mado. C'est financièrement très accessible avec un reste à charge nettement inférieur aux autres alternatives. Et je vais vous donner, parce qu'il y aura sûrement des questions à ce niveau-là, je vais vous donner le coût moyen à charge de l'usager bénéficiaire des services Mado. Il est d'environ 800 € par mois. Donc 800 € par mois pour rester chez soi, être soigné, aidé, avec une garantie de continuité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mado, au-delà de l'aide humaine, je vous le disais, associe aussi les services technologiques de notre plateforme de téléassistance, des services domotiques, dans le coût que je vous donne, dans les 800 € dont je vous parle, toutes ces nouvelles technologies, l'équipement, la maintenance des installations, les services liés à ces installations sont compris dans le prix. Donc, Mado, c'est un tarif unique, c'est un service 24 heures sur 24, clé en main. Il fallait aussi que nous vérifions, et c'est un des éléments du bilan, que nous ne reproduisions pas quelque chose qui existait déjà. C'était vraiment pas notre volonté. Notre volonté, c'était vraiment de compléter une filière gériatrique, d'être un maillon, le maillon manquant de la filière gériatrique. Et donc ça, nous avons pu le vérifier. Nous travaillons le plus possible avec les prestataires locaux. Et lorsque nous n'avons pas le niveau de qualité de service requis, la continuité surtout, la fiabilité exigée, à ce moment-là, nous créons nous-mêmes nos propres services. Mais la première des démarches est de s'appuyer sur l'existant. Et c'est un décloisonnement des activités sanitaires et médico-sociales. Ça n'a pas été simple, mais c'est fait. Mado, au niveau des bénéficiaires, c'est une grande satisfaction. Nous avons, par exemple, je vais vous donner des exemples concrets, une personne, un monsieur âgé, seul, sans famille, qui avait fait 1 an d'hospitalisation, 1 an d'hôpital. Nous avons réussi à le ramener chez lui. Il est chez lui depuis 2 ans, il bénéficie des services et il va très bien. Et il n'a pas été réhospitalisé depuis. Donc, un élément de satisfaction, bien sûr, des bénéficiaires, c'est essentiel.
C'est aussi un concept qui est quasiment idéal pour un couple, puisqu'il permet aux gens de rester vivre chez eux en couple le plus longtemps possible, même s'il y en a un qui est extrêmement dépendant, et donc d'apporter du soutien à l'aidant qui est lui-même, le plus valide. Une prévention des hospitalisations urgentes, c'est pas neutre. Les hospitalisations ont un coût pour l'assurance maladie. Et quand on réduit de 30 à 45% les hospitalisations, c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est un point majeur qui sera évalué et réévalué finement de manière à pouvoir produire des chiffres extrêmement précis à ce niveau-là. Et donc, je vous le disais, c'est une obsession permanente de la continuité, de l'absence de rupture, de prise en charge et de prise en soin. MADO est aujourd'hui en adéquation avec l'évolution législative. Lorsque nous l'avons pensé il y a 5 ans, nous le pensions dans le cadre de rendre service à une population qui souhaite rester chez elle. Aujourd'hui, nous pouvons vérifier que le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement trouve une réponse en MADO. En tout cas, les enjeux de ce projet sont la mobilisation de tous les acteurs, entre autres, la réponse de MADO est la coordination des milieux sanitaires et médico-sociaux, le maintien dans la vie sociale, la mobilisation du monde industriel, de start-up autour donc de ce concept pour adapter le domicile, pour le sécuriser, pour avoir une traçabilité absolue des actes qui sont réalisés. Un autre enjeu du projet de loi est l'accompagnement des personnes âgées dans leur parcours de vie, et je vous le disais tout à l'heure, cette offre de services gradués et adaptés, cette équipe polyvalente de soins et d'aide, cette garde itinérante de nuit, la présence d'un ergothérapeute, la vigilance active de plateformes de téléassistance permettent donc d'aborder les choses dans cette notion de parcours avec des services légers, puis des services un peu plus soutenus pour un accompagnement jusqu'en institutionnalisation et éventuellement un accompagnement de fin de vie s'il en est besoin. Et c'est le respect aussi des droits et des libertés, puisque nous donnons, par ce concept, enfin le vrai choix de rester chez soi en toute sécurité, mais aussi le maintien de la vie citoyenne essentielle, des activités collectives, des aides aux démarches de la vie courante. Bref, on ne s'occupe pas seulement de l'environnement, on ne s'occupe pas seulement du soin et de l'aide, on apporte aussi toute cette valeur humaine, tout ce lien indispensable au bien vieillir. Notre objectif aujourd'hui, après cette expérimentation réussie, laborieuse, mais réussie, c'est d'entrer très rapidement, dès les premiers mois de 2016, sur une phase de déploiement national avec des objectifs très concrets. C'est 30 MADO ouvertes à l'horizon 2020, adaptées aux spécificités de chaque territoire, puisque nous sommes bien conscients qu'on ne calquera pas un modèle unique, qu'il faudra bien sûr l'adapter en fonction de l'existant, l'adapter aussi aux habitudes de vie. On ne vit pas forcément de la même façon dans le nord de la France que dans le sud. On ne vit peut-être pas tout à fait de la même façon en milieu rural profond, que je connais bien, ou en milieu hyper-urbain. C'est un facteur de développement économique également, puisque c'est de la création d'emplois locaux. Pour vous donner un exemple, c'est 23 emplois créés, 20 emplois actifs, 3 emplois de coordination et administratifs pour 40 personnes accompagnées. 23 emplois pour 40 personnes accompagnées. Et donc, c'est un facteur de développement. C'est aussi un facteur de développement parce que nous permettons à des personnes âgées de rester chez elles au cœur du territoire. Et donc, une personne qui reste chez elle est une personne qui consomme, qui continue à aller chez le boulanger, qui continue à faire vivre le village, si elle est dans un village donc où elle réside. À la Fondation, l'innovation est une préoccupation constante. C'est une préoccupation constante de nos métiers, mais ce n'est pas l'innovation pour l'innovation. Et en tout cas, l'innovation technologique n'est jamais abordée chez nous sans une conjugaison de l'accompagnement humain. Nous considérons
que les innovations technologiques sont un apport, un soutien aux intervenants à domicile, qu'elles ne doivent pas et en aucun cas les remplacer. Nous avons une très forte culture de l'innovation. Ceci explique peut-être cela, et de l'innovation au service du bénéficiaire. Donc une innovation organisationnelle, technologique, de la téléassistance avancée, je vous le disais tout à l'heure, des solutions domotiques. Nous sommes aujourd'hui le premier opérateur français et l'unique, d'ailleurs je crois encore, à avoir déployé 3000 solutions domotiques au cœur de la France, en Limousin essentiellement, en Loir-et-Cher également, associées à des dispositifs de téléassistance. Nous avons aussi un regard très, je vais dire, pointu sur les objets connectés, à condition qu'ils soient utiles, simples et faciles d'utilisation. Mais les objets connectés au domicile, c'est le maintien à domicile sécurisé de demain. En tout cas, nous avons déjà déployé auprès des bénéficiaires MADO des capteurs de santé, des capteurs biométriques qui permettent de remonter des informations, qui permettent donc cette vigilance active à distance dont je vous parlais. Et nous nous orientons pour les années à venir vers des dispositifs de télédiagnostic, de télémédecine à domicile. On voit bien, après ces 3 années d'expérimentation, que le service qui nous manque, le petit maillon manquant dans cette belle organisation, c'est effectivement des dispositifs de télédiagnostic. D'autant que dans les régions où nous sommes actuellement implantés, je peux vous assurer que le mot désert médical n'est pas un vain mot et que nous savons vraiment ce qu'il représente et ce qu'il représentera pour les années à venir. Un carnet de liaison digital assez unique que nous avons développé qui permet une traçabilité absolue de l'ensemble des actes, mais qui permet aussi, via des tablettes tactiles adaptées, de la communication avec sa famille, de la communication entre bénéficiaires et donc un carnet de liaison digital qui est un véritable carnet de liaison qui relève l'ensemble des actes et qui nous permet à nous d'avoir ce contrôle à distance nécessaire à la continuité de service. Car je le rappelle, les objectifs sont bien de la garantir, cette continuité, de ne plus accepter de rupture de prise en charge. Vous savez, dans le dispositif de téléassistance que nous exploitons depuis 15 ans maintenant, très souvent, nous sommes encore confrontés à la rupture de prise en charge au simple fait que la sortie d'hospitalisation n'a pas été forcément très bien préparée ou que pour une raison X ou Y, l'aide à domicile est en incapacité de venir, le portage de repas n'a pas été forcément fait et donc parfois on s'est vu ne pas avoir d'autre solution que d'hospitaliser une personne pour ces raisons-là. C'est quand même dommage. Et donc, la garantie de continuité est vraiment, vraiment essentielle. C'est simplifié aussi par ces nouvelles technologies. Les tâches des intervenants, elles n'ont plus à remplir de cahiers de liaison, elles ont des listes déroulantes, elles ont juste à cocher des cases, tout se fait automatiquement et déversé sur nos serveurs et nous permet donc d'avoir en temps réel, vraiment, un regard sur ce qu'il se passe chez chacun. C'est renforcer aussi la coordination des intervenants et optimiser l'efficacité du service, c'est faciliter la vie des usagers et de leur entourage. Toutes ces nouvelles technologies, toutes ces informations recueillies sont avec le consentement de la personne accompagnée, ouvertes à sa famille si elle le souhaite. Et donc nous accompagnons des personnes dont les enfants vivent loin, à l'étranger, et qui peuvent à tout moment voir exactement ce qui a été fait chez leurs parents et entrer en communication d'ailleurs avec leurs parents via nos solutions. Donc dès aujourd'hui, et quand je dis dès aujourd'hui, il y a déjà 1 an, nous nous sommes intéressés à la robotique. Nous avons fait quelques expérimentations avec le petit robot Nao. Nous l'avions fait auprès de personnes âgées, nous l'avions fait aussi auprès d'enfants autistes. Nous avons conservé les usages de Nao pour l'enfance autiste parce qu'il donne d'excellents résultats. En revanche, ce robot que vous connaissez sûrement est trop petit pour apporter de la véritable assistance aux personnes. Et donc actuellement,
Nous sommes en contact avec l'entreprise Robosoft qui a été nominée au prix mondial de l'innovation très récemment. Et nous allons expérimenter le robot Compay dans les prochains mois à venir pour voir quelles peuvent être les applications aidantes de ces robots au domicile de personnes en perte d'autonomie. Nous allons aussi donc développer des consultations en télémédecine, s'assurer toujours plus de l'effectivité des prestations et nous avons constitué un véritable hub de services de proximité, aide à domicile, jardinage, coiffeur, en complément de tout ce que nous pouvons apporter et donc pour compléter très très rapidement les besoins qui pourraient apparaître chez les personnes que nous accompagnons. Comme je vous le disais, Mado est un service de la Fondation Caisse d'épargne pour la solidarité. 2 mots sur cette fondation, si vous voulez bien. Elle est reconnue d'utilité publique depuis 2000 ans. Elle lutte contre toutes les formes de dépendance et d'exclusion liées à l'âge, la maladie, le handicap. C'est un acteur majeur du secteur non lucratif. Elle gère des structures d'accueil, de soins. Elle déploie des dispositifs pour accompagner les personnes en établissement, à domicile et surtout et toujours dans le respect de leurs choix. La solidarité est l'ADN de notre fondation, puisque nous en portons donc ce nom. En quelques chiffres, ce sont 6 340 salariés, 359 millions d'euros de ressources, 7 392 places d'accueil, 12 835 personnes accompagnées par nos services de téléassistance essentiellement, au travers de 119 établissements et services. Je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à vos questions, si questions vous avez. Merci. Ok, bonjour. Bonjour madame. Suivant quels critères allez-vous déployer votre service Mado? Dans quelle région vous allez commencer et quels sont vos critères de sélection de ces régions? J'imagine qu'il doit y avoir une base logistique à un moment donné, donc ça doit être plutôt près de vos établissements, non? Nous irons partout où l'on voudra de nous. À ce point. Il n'y a pas de modèle unique de déploiement Mado. Il y a aujourd'hui un programme de déploiement avec l'objectif de répartir donc, ces 30 Mado sur l'ensemble du territoire français. Des régions se sont déjà positionnées. Il y a une certitude, c'est que le fait d'avoir des établissements sur place peut être effectivement source de mutualisation de moyens, source aussi de développement pour les établissements. Donc c'est une piste que nous investiguons très très sérieusement et sur laquelle nous orienterons nos efforts dès les débuts de l'année. Mais pas seulement, puisque aujourd'hui la première Mado qui existe ne s'appuie pas sur un établissement d'accueil, elle s'appuie sur une plateforme de téléassistance. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de modèle absolument figé. Il y a des régions qui sont très très bien dotées, je vous le disais tout à l'heure. Nous n'irons pas là où il y a déjà tout ce qu'il faut. Nous rechercherons bien sûr des régions où il y a carence de quelques dispositifs de soins ou nécessité d'avoir un service global. Voilà. Vous dites que vous êtes plutôt dans des régions mal desservies au niveau sanitaire, mais par exemple en région parisienne ou dans les villes, cette structure n'existe pas, de maintien à domicile dans des conditions. Excusez-moi, mais le micro ne doit pas très bien marcher, je n'ai pas... Bon, je vous disais, vous nous avez dit que vous avez actuellement ciblé des zones géographiques où il y avait un dispositif sanitaire assez faible. Mais en ville, actuellement à Paris ou dans d'autres villes de province, il n'y a pas de maintien à domicile aussi souple et aussi
aussi structuré que ça. Alors, je me suis peut-être mal exprimée. C'est pas, si vous voulez, l'absence de services seulement sanitaires. C'est vraiment cette nécessité d'apporter un service global. Donc, aujourd'hui, l'expérimentation MADO s'est faite en Corrèze, tout simplement, qui est un département très rural. Mais il y a d'énormes besoins dans les milieux hyper urbains, en ville, à Paris, par exemple, ou en périphérie de grandes agglomérations. Donc oui, notre déploiement demain, c'est en milieu rural, mais c'est aussi en milieu urbain. Et alors, est-ce qu'il existe sur le site une carte des zones d'activité? Alors, nous avons une carte d'implantation aujourd'hui de nos établissements et services. Nous n'avons pas de carte d'implantation MADO puisqu'il y a un établissement expérimental et que tout reste à faire pour les 5 années à venir. Les 30 implantations ne sont pas encore aujourd'hui géographiquement décidées. Le principe est acté, le principe de ce déploiement massif est acté, ou très précisément, c'est un peu prématuré, pour l'annoncer en tout cas. Le système MADO est une forme de coordination, et il y a déjà beaucoup d'autres systèmes de coordination, je pense au Maya, au PAERPA, etc. Comment ces différents systèmes s'articulent-ils entre eux? Est-ce qu'ils sont concurrents, complémentaires? Alors, MADO n'est pas seulement un système de coordination, c'est vraiment la garantie d'apporter des services. Et les prestations de services, qu'elles soient de soins ou d'aide à domicile, sont des prestations très concrètes. On ne se contente pas de coordonner, on apporte les services. Alors, les Mayas, autant que ce que je sache des Mayas, les Mayas n'interviennent pas directement au domicile des personnes, elles n'ont pas de service d'aide à domicile, elles n'ont pas de service de soins, de SIAD. Ce n'est pas le cas de MADO. Nous ne faisons pas que de la coordination. Nous faisons de la coordination parce que nous garantissons cette continuité de service et cette absence de rupture de prise en charge. C'est totalement différent. C'est tellement différent qu'on n'a pas trouvé de cadre juridique pour le faire rentrer, ce dispositif. Et donc, pendant les 3 années d'expérimentation, on était avec un numéro finesse comme tous les établissements, mais en établissement expérimental pour personnes âgées dépendantes. Voilà. Et en ce sens-là, je vous disais tout à l'heure qu'on ne rentrait pas dans les cases. Non, on ne rentrait pas dans les cases, on n'y rentre toujours pas. On a fait bouger les lignes et on espère demain qu'il y aura une case MADO créée pour ce service. Allô, oui, bonjour. Bonjour, là je suis là, madame. Madame, je suis là. Bonjour. Bonjour. Je me permets de vous poser la question. Alors, donc, vous avez eu l'autorisation ARS et conseil départemental. Donc, vous avez passé un conventionnement, une convention tripartite. Comment ça s'est passé? C'est une autorisation conjointe de fonctionner donnée par l'ARS et par le conseil départemental. C'est une autorisation conjointe de fonctionnement au même titre qu'un établissement. Je rebondis aussi sur la tarification, donc parce que vous avez touché aussi, parce qu'au niveau soins, vous aviez de la Sécu, CPAM, et vous aviez de l'APA, PCH au niveau de l'aide à domicile. Il y a une dotation de soins. Donc c'est un forfait global. Un forfait global de dotation de soins, une dotation de soins attribuée pour le nombre de personnes qui est accompagné. Et ensuite, il y a de l'APA à domicile. Qu'est-ce que vous attendez de l'expérimentation de campagne? Pardon? Qu'est-ce que vous attendez de l'expérimentation de campagne du robot? Du robot? Tout simplement de vérifier les fonctions de ce robot, de demander aux constructeurs de les adapter si elles ne le sont pas aujourd'hui. Vous savez, on a eu parfois, nous sommes très expérimentateurs, et on a parfois vu des solutions technologiques qui étaient vraiment très très bien pensées par des ingénieurs et des chercheurs, mais excusez-moi du peu, on se demandait s'ils avaient quelquefois eu une grand-mère ou s'ils avaient quelquefois vu une dame âgée ou une personne âgée vivre à domicile. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc nous savons pertinemment, de par les expérimentations passées, qu'il faut proposer aux personnes que nous accompagnons, qui sont des personnes vulnérables, pas toujours ouvertes sur les nouvelles technologies, des solutions simples, des solutions efficaces, et qu'en tout cas, la garantie,
de l'utilisation de cette solution, c'est l'accompagnement aux usages. Et je puis là aussi vous le confirmer, la présence des intervenants à domicile tout au long de la journée et de la nuit est extrêmement importante et facilitatrice pour l'utilisation de ces nouvelles technologies. Il y a toujours quelqu'un de chez nous qui est là au bon moment pour aider à utiliser la tablette parce que ce n'est pas évident d'utiliser la tablette. Et du coup, ça m'amène aussi et c'est en regardant un de mes collaborateurs derrière que je vais vous livrer cela, il pourra en témoigner tout à l'heure, c'est aussi la création de nouveaux métiers. Jusqu'à présent, il faut quand même faire le constat que les professionnels attirés par l'action sociale et l'aide aux personnes n'étaient pas forcément très ouverts aux nouvelles technologies et que parfois, et inversement, les techniciens n'étaient pas forcément très ouverts à l'action sociale, à l'aide aux personnes. Et donc, nous avons réussi la conjonction de ces deux points et aujourd'hui, nous avons des nouveaux métiers qui sont nés. Alors, le case manager est un nouveau métier, mais vous me direz, il y en a dans les Mayas, c'est vrai. Mais là, vous avez des techniciens qui sont des techniciens de l'aide humaine, je vais dire, enfin de l'aide technologique au service de l'humain. Voilà. Et ils pourront en témoigner, ils vous diront tout à l'heure tout ce qu'ils font. Pourquoi je monopolise là? Est-ce que vous avez expérimenté sur la télé plutôt que sur les tablettes? Alors, nous n'avons pas expérimenté sur la télé parce que notre connaissance des personnes âgées nous a permis de constater que la télé, c'était sacré. C'est tellement sacré qu'on ne peut pas les contacter quand ils regardent Les Feux de l'amour, on le sait très bien. Hein, voilà. Donc, on a une grande période, je vais dire, de silence. On ne reçoit quasiment pas d'alarme de téléassistance pendant Les Feux de l'amour. Il faut que vous le sachiez. Voilà. Et donc, les gens n'aiment pas que l'on confonde la télé avec d'autres services. La télé, c'est sacré et on ne doit pas y toucher. Voilà. En tout cas, les personnes que nous accompagnons sont des personnes qui ont une moyenne d'âge de 85 ans et elles sont vraiment dans cette ligne-là, dans cette attitude-là. Oui, une petite question au fond de la salle. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce reste à charge de 800 €? Je voudrais comprendre si c'est vraiment une dépense nette qui reste à financer par les familles, les personnes en question, ou est-ce que derrière, dans les 800, il y a d'autres allocations possibles? Je vous disais tout à l'heure, sur la partie soins, nous avons une dotation globale de soins. Ensuite, donc, il y a toute une partie de services. Enfin, on fonctionne sur deux sections tarifaires, non pas trois comme en EHPAD. Il y a une section soins, une section autre qui regroupe hébergement et dépendance. Les 800 € de moyenne de reste à charge, c'est le coût de la mensualité MADO, autre que le soin, moins l'APA à domicile. Donc c'est une moyenne, ça peut aller de 500 € à 1000 €. En fonction, bien sûr, du niveau de dépendance du GIR, du niveau de dépendance des personnes, en fonction de leurs ressources aussi, c'est le calcul de l'APA à domicile traditionnel. Donc ce 800 € est vraiment une moyenne, je vous dis, ça peut être 500, ça peut être 1000. Quel est le coût réel? Le coût réel pour la personne, c'est 800 €. Pour la nation, tout dépend du niveau de... Alors, en matière de soins, tout dépend des pathologies. Il est clair, si vous voulez, que si nous avions 40 personnes diabétiques profonds, le coût est très, très élevé puisqu'il y a des passages infirmiers plusieurs fois par jour pour ces personnes-là. Donc la dotation globale de soins, elle prend en compte le fait que nous pouvons accompagner des personnes polypathologiques, mais aussi des personnes en meilleure santé, qui sont moins consommatrices de soins. Et ensuite... la mensualité est de 1 560 € moins l'APA, ce qui laisse un reste à charge, je vous le disais tout à l'heure, d'une moyenne de 800 €. Voilà. Mais la mensualité MADO, c'est 1 560 €. Donc c'est une alternative, c'est une solution qui est quand même moins coûteuse que les solutions traditionnelles d'hébergement. Oui, donc vous êtes sur une dotation globale type SIAD, en fin de compte, à peu près, tout dépend des départements, des régions, c'est 33 € par jour, quoi. Non, on fonctionne en dotation globale de soins comme un EHPAD. Comme un EHPAD en fonction du GMP, du groupe moyen pondéré en fonction des GIR. Oui, c'est à peu près ça, avec quelques aménagements. Oui, j'entends bien. Ouais, ok. S'il
il n'y a plus. Si. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous arrivez à impliquer le médecin traitant? Vous avez des médecins qui sont dans l'équipe dédiée, j'imagine, des MADO, mais comment est-ce que vous impliquez et est-ce que le médecin traitant est intéressé dans cette initiative? Le médecin traitant reste l'interlocuteur médical privilégié. Il est l'interlocuteur médical de la personne, il est le nôtre aussi. Nous avons un médecin coordonnateur, nous avons un temps de médecin coordonnateur dans notre dispositif qui, lui, assure le relais avec les médecins traitants et nos équipes. Le médecin traitant rentre les informations dans le carnet de liaison digitale également et vient à domicile ou est-ce qu'on amène dans le parcours MADO, on emmène le patient chez son médecin traitant? Alors, on peut amener le patient chez son médecin traitant si le patient peut se déplacer ou le médecin traitant vient en visite. Le médecin traitant reste, je le dis, l'interlocuteur médical. Merci. Allô? Pardon. Madame? Je suis désolée, mais jusqu'à quand... Soyez pas désolée, c'est un voilà. plaisir de vous Jusqu'à répondre. quand les critères d'inclusion, la personne reste au domicile? Parce que vous n'êtes pas hospitalisation à domicile. Non, mais on ne s'est rien interdit et je peux vous assurer qu'on a accompagné des gens jusqu'à la fin de Alors le leur soin jour. palliatif peut être... Voilà. Voilà, c'est un critère. En s'appuyant, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, sur l'existant, c'est-à-dire en faisant appel à des unités de soins palliatifs qui nous viennent en soutien. D'accord. Et on a même eu, depuis que nous existons, 2 cas de personnes qui sont sorties de l'hôpital pour rentrer, mourir chez elles. C'était leur choix, c'était leur souhait. On leur a donné ce choix. Donc si je comprends bien votre concept, vous passez des conventions avec les libéraux, avec ces unités, ces structures de soins palliatifs et... Oui, tout à fait. Alors, les aides-soignants sont en principe des aides-soignants, des collaborateurs salariés de la structure MADO. Les intervenants infirmiers sont des infirmiers libéraux, c'est-à-dire quand une personne rentre dans le dispositif, elle ne change en rien ses habitudes. Si elle a une infirmière libérale qui passe tous les matins, bien l'infirmière libérale continue à passer tous les matins, sauf que nous rémunérons l'infirmière libérale au lieu qu'elle ait marge directement sur un budget CPA, enfin sur une prestation CPAM. Il en est de même pour le médecin traitant. Le médecin traitant reste l'interlocuteur, il continue à soigner son patient à domicile. Voilà. Et donc... Ah. Oui, on peut... C'est plus. C'est plus que le SPASAD. Puisque dans le SPASAD, il n'y a quand même pas cet appui de plateforme de service, cet appui de plateforme de téléassistance et des SPASAD avec garde itinérante de demi-soignante, j'en ai pas encore vu. Mais on retrouve effectivement cette volonté de développer le SPASAD dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, MADO est une vraie réponse aux attentes de cette loi. Donc oui, c'est du SPASAD, on va dire, plus. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, vous avez dit que vous avez vos propres équipes d'aides-soignantes. Oui. MADO. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est situé au centre de Paris, au lieu de faire appel à la SIAD, service de soins infirmiers à domicile, peut faire appel à vos équipes d'aides-soignantes. Vous savez, dans MADO, il y a 2 possibilités. Je vous disais tout à l'heure, le modèle est adaptable. Notre première intention était vraiment de s'appuyer sur l'existant, mais avec des critères de qualité et des critères de temporalité extrêmement précis. C'est-à-dire que si on estimait que la toilette de Madame X devait être faite le matin entre 9h et 10h, ce n'était pas à 11h30 le matin. Oui. C'était entre 9h et 10h. Et donc, tous les partenaires qui ont joué le jeu avec nous et qui ont assumé ces conditions de temporalité et ces critères de qualité ont bien sûr pu bâtir des partenariats solides. Après, à partir du moment où ces critères ne sont pas respectés, donc nous avons nos propres équipes pour intervenir tel qu'on le doit, tel qu'on le définit, c'est-à-dire quand on met en place un projet de vie, si la personne a l'habitude de se lever tôt le matin, on doit maintenir le fait qu'on la lève tôt le matin, qu'on l'accompagne pour son petit déjeuner. Et si elle a l'habitude de se coucher tard le soir, on doit savoir faire ça aussi. Dans les services à domicile traditionnels, nous avions par exemple observé
que souvent on couchait les gens, ou en tout cas on les mettait en taux d'une nuit, 17h, 18h, 19h, et que souvent on leur fermait les volets jusqu'au lendemain matin. La garde itinérante de nuit permet de faire des couchers tardifs. Elle permet de donner une vraie vie. Je vous donne un exemple. Il y a eu dernièrement la Coupe du monde du rugby. Nous sommes en Corrèze, dans une région où on joue beaucoup au rugby. Eh bien, il y avait des messieurs âgés qui avaient très envie de regarder les matchs le soir, mais pas au lit, dans leur fauteuil, tranquillement installés. Eh bien, donc, on leur donnait cette possibilité, parce qu'une fois que l'équipe du soir avait terminé sa mission, la garde itinérante de nuit était là pour assurer le coucher. Et donc, c'est vraiment cette qualité de vie, cette adéquation au projet de vie de chacun qui fait la force du dispositif MADO. Et vos aides-soignantes peuvent changer les pansements et pas uniquement changer les couches des personnes âgées. Les aides-soignants la nuit font essentiellement des changes, c'est-à-dire des personnes qui sont souillées et que l'on doit changer 2 fois, 3 fois dans la nuit. Alors, ou accompagner tout simplement aux toilettes. Je confirme par un cas concret ce que vous avez dit. Ma mère avait eu un AVC. Pendant 4 ans, les services de soins infirmiers à domicile faisaient de la quantité et pas de qualité. Au lieu de venir à 9h, 13h, 19h, ils venaient à midi, 14h, 16h, jusqu'au lendemain. Au bout de 4 ans, ça a créé des escarres, hospitalisation de mois, HAD, et ma mère est décédée d'un cancer de pancréas 6 mois après. Oui. Et les services de SIAD n'étaient pas du tout performants au centre de Paris. Donc si vous pouvez pallier ce dispositif, vous avez une très bonne carte en main. Vous savez, monsieur, la continuité des soins et l'organisation de tourner dans un SIAD ou dans le dispositif, ou même chez nous, chez l'autre, c'est jamais simple. Et vraiment, il nous a fallu ces 3 années d'expérimentation et ces remises en cause dont je vous parlais tout à l'heure pour vraiment dire la préoccupation, c'est l'intérêt de la personne, c'est elle qui est au cœur du dispositif. Et si elle a l'habitude ou si on doit la lever, la soigner à telle heure, c'est à telle heure qu'il faut le faire. Et effectivement, dans le cadre de la prévention des SCAR, comme vous le dites si bien, l'infirmière coordinatrice, case manager qui est là pourra vous le confirmer tout à l'heure, effectivement, quand on a des risques majeurs, on renforce les passages de nuit pour pouvoir donc faire les soins nécessaires. Techniquement, je ne suis pas technicienne, elle vous le dira mieux que moi, mais on fait ce qu'il faut de manière à le prévenir. Mais je ne me permettrai pas de jeter la pierre ni aux uns ni aux autres, parce que je peux vous assurer que le service à domicile, la continuité, la qualité des services et la temporalité, c'est vraiment quelque chose de complexe, qui nécessite une grande organisation. Et là, je pense que les nouvelles technologies, à l'avenir, nous seront d'un grand secours. Je voulais vous poser une question concernant effectivement projet de vie personnalisé et qualité de vie pour le résident, pour la personne âgée. Pour avoir dirigé des personnes dans un EHPAD, on doit aussi penser au niveau du personnel. Alors quand vous dites effectivement garde itinérante de nuit, aujourd'hui, je ne sais pas effectivement votre région qui est très rurale, mais quand on veut éventuellement ce déploiement dans d'autres régions, on a le souci effectivement de beaucoup de femmes qui à un moment donné elles n'ont pas éventuellement les moyens d'avoir une voiture. Et donc, elles utilisent les transports en commun. Les transports en commun, on sait très bien qu'à un moment donné, lorsqu'il y a les équipes de nuit qui arrivent à 21h et qu'elles doivent quitter à 20h30, j'aime vous dire par expérience, c'est quelquefois très dur. Je voudrais juste que vous nous parliez de cette partie-là, parce que pour moi, la qualité, la qualité certes de la prise en charge de la personne, mais aussi de tous les salariés qui y travaillent. Aucun collaborateur ne se déplace par ses moyens personnels. Il y a des voitures de service. C'est-à-dire que les collaborateurs arrivent tous, et sans exception, qu'ils soient auxiliaires de vie, soignants, case managers, arrivent à la plateforme, sur le lieu de travail, et par leurs propres moyens, prennent un véhicule de service et assurent la tournée. Lorsqu'ils ont terminé leur service, reposent le véhicule et rentrent chez eux. Donc ils n'ont absolument pas ni à se déplacer par les transports en commun, ni à se déplacer par leurs propres moyens, avec leur véhicule personnel, quel qu'il soit. Et de plus, nous avons mis en place des dispositifs de protection de travailleurs isolés avec géolocalisation à bord de nos véhicules et sur eux. Et ce qui fait que tous les collaborateurs, quels qu'ils soient, à tout moment, ont la possibilité d'alerter la plateforme de téléassistance, où ils sont d'ailleurs basés, par ces moyens technologiques. Qu'ils soient, alors ça peut être effectivement un risque d'agression de nuit,
ils sont sécurisés. Et pour nous, cette géolocalisation est extrêmement importante parce que dans le cadre, par exemple, d'une carte itinérante de nuit, imaginez que nous ayons un événement chez Monsieur X qui est à tel endroit, eh bien, nous savons immédiatement où sont les véhicules et quels véhicules nous pouvons dérouter le plus rapidement possible pour aller porter secours. Ça peut être, par exemple, le cas d'une chute. Une personne qui a chuté, la garde itinérante de nuit est passée, 10 minutes après, elle chute. Elle appuie sur son dispositif de téléassistance, on sait qu'elle a chuté, on déroute un véhicule qui va aider à la relever. Voilà. Donc on est vraiment axé sur la sécurité, évidemment des personnes que l'on accompagne, mais encore plus évidemment de tous nos collaborateurs. C'est un beau département, monsieur. Alors, le principe, vous voulez vraiment tout savoir, mais je vais tout vous dire. Le principe, c'est que nous essayons de réunir, alors nous fonctionnons sur des tournées, hein, et nous considérons que le temps de déplacement maximum entre 2 personnes, c'est 20 minutes. Voilà. En Corrèze? Oui. En Corrèze, 20 minutes? Oui. De nuit? En hiver? Oui. Oui. Les personnes sont regroupées sur des tournées. Alors, ce n'est pas les mêmes qui interviennent sur toute la Corrèze. Elles interviennent sur le bassin de Brive, sur le bassin de Tulle, sur le bassin du Sel, sur telle ou telle commune. Mais les 40 personnes que nous accompagnons, elles sont dans un périmètre géographique assez réduit, de manière à ce qu'on n'ait pas plus de 20 minutes de temps de déplacement entre les 2 usagers les plus éloignés. Voilà. Et quand je dis 20 minutes de déplacement, je ne vous parle pas en kilomètres, parce qu'en plein hiver, sur le plateau de Millevaches, quand il y a de la neige, 20 minutes, on ne fait pas beaucoup de chemin. On me fait signe que c'est l'heure, donc je vous remercie très sincèrement.